Chers amis téléspectateurs, mesdames, messieurs, merci infiniment de votre fidélité sans cesse renouvelée à votre chaîne préférée AfroWeb TV. L'honneur me choisit encore une fois de recevoir des invités de marque aujourd'hui pour ce dernier numéro de votre émission Avis de la diaspora sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, ainsi que sur AfroWeb TV. Ils seront au nombre de 3 pour ce débat contradictoire que vous aimez, étant sur les ondes d'AfroWeb TV, sur www.afrowebtv.com, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Nous espérons faire un débat de qualité de haut niveau avec nos invités de ce jour qui sans eux donc je ne pourrais donc faire cette émission et produire beaucoup d'émissions tout au long donc de cette année. Je voudrais, avant de commencer cette émission, dire un infini merci à tous ces débatteurs, à tous ces politologues, sociologues, professeurs, docteurs qui n'ont sans cesse qui ont renouvelé bien entendu donc leur confiance à notre média et aussi surtout donc apporter leur pierre à l'édifice pour que l'Afrique avance. L'Afrique d'abord, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour ce numéro de notre émission. Mais avant donc de lever le voile sur l'identité des invités de marque de ce jour, je vous prierai tout simplement donc d'aller sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook ou sur notre site web, de partager donc les liens bien sûr avec d'autres personnes, d'autres nationalités, pour que nous puissions également vulgariser donc la bonne information. Pour ce jour, nous avons le privilège et l'insigne honneur de recevoir par Duplessis depuis l'Allemagne, Dr Romarickson. Vous êtes docteur en sciences politiques et surtout analyste et politologue. On vous retrouve sur votre chaîne YouTube également pour certaines vidéos. Vous êtes panafricaniste, si vous permettez de le dire ainsi. Et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Par Duplessis, nous avons aussi le privilège d'avoir également Monsieur Tché Hello Lawson Nyamasadi, un habitué donc aussi de cette maison comme Monsieur Dr Romarickson. Monsieur Hello Lawson Nyamasadi et Monsieur Alphonse, j'aime trop votre nom Nyamasadi, un nom original comme à l'oignon aussi. Et vous êtes économiste, analyste politique, leader panafricain du projet Pyramide, coordinateur de la diaspora togolaise et président du mouvement pour un Togo nouveau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons aussi par Duplessis depuis Bruxelles, monsieur Kokou Amedoji. Tous ils revendiquent leur prénom ou leur nom donc africain. Donc c'est pour ça en fait on les a invités aussi. Monsieur Kokou Amedoji, vous êtes un citoyen engagé, coordinateur des Togolais donc à Bruxelles. Merci à vous tous. Avant donc de rentrer dans le vif du sujet de ce jour, je voudrais en tant que votre fils vous demander la faveur de dire à la diaspora ce que vous avez fait, puisque vous représentez donc toute la communauté togolaise de par le monde. Je vais commencer par Dr Romarickson qui est au milieu, très bien cravaté à ce jour. Dr Romarickson, vous êtes en Allemagne, on vous a vu au cours de cette année produire beaucoup de vidéos. À un certain moment donné, on vous retrouve à sensibiliser les Togolais ou la communauté africaine sur les biens donc ou les bienfaits donc de résider en Allemagne. Dr Romarickson, qu'est-ce qu'on peut retenir en tant que communauté togolaise de vous ou de la communauté togolaise vivant en Allemagne à ce jour, puisque nous sommes à quelques jours de la fin de 2023? Merci beaucoup pour la question qui m'est adressée. Avant de répondre, j'aimerais faire 2 petits rectificatifs. Je suis docteur en Christian Counseling. J'ai plutôt un master en sciences politiques. Secondo, je fais partie de la diaspora togolaise en Allemagne. Donc, qu'est-ce qu'on a pu faire dans cette année? On a essayé d'organiser les Togolais pour s'engager un peu plus pour le bonheur de notre peuple. Voilà la première chose. Deuxième chose, nous avons fait des vidéos dans lesquelles nous avons expliqué aux Togolais résidant au Togo les opportunités qu'ils ont ici en Allemagne. Il y a un pays comme la France qui est en train de dégager les immigrants. En Allemagne, c'est le contraire. Quand tu es immigrant, quand tu es qualifié, il y a des domaines dans lesquels on cherche les gens.
Et quand j'ai appris l'information, je me suis dit, je vais l'éparpiller, mais je ne vais pas le faire en français, je vais le faire en mina, afin que les Togolais puissent être les premiers à en profiter. Voilà, en grosso modo, quelques-unes des choses que nous avons réalisées dans le courant de l'année 2023. Je vous remercie. Merci, docteur Omar Rickson. Monsieur Alphonse Tchehelou Nyamassadi Lossa, nous êtes coordinateur d'un grand groupe, je dirais, de panafricains. On connaît, il n'est plus aujourd'hui à présenter Pyramide. Qu'avez-vous fait pour ce biais? Quel est le bilan donc de Pyramide en les grandes lignes, donc en 2 minutes, pour ceux qui ne font pas partie donc de Pyramide? Monsieur Alphonse Tchehelou Lossa. D'abord, je voudrais vous remercier, Monsieur Moïse, remercier tous vos techniciens et tout le travail que vous donnez pour porter la communication panafricaine, la communication également des Togolais. Vous savez, la communication est au cœur du combat. Donc, je voudrais saisir l'occasion pour vous présenter mes vœux, les meilleurs de santé, de paix, de joie et de prospérité pour votre équipe. Permettez-moi également, dans cette émission, de saluer tous les Togolais qui sont branchés à cette émission. Et parlant des Togolais, on évoquera absolument la situation des prisonniers politiques en cette fin d'année. Ils sont plus d'une centaine dans les géoles de Fonya-Simbi en train de subir la torture, des traitements cruels et dégradants. Et en cette fin d'année, il n'est pas aisé à voir que ces Togolais-là sont en train de périr. C'est un appel que nous lançons à Fonya-Simbi de faire preuve d'humanisme et surtout de sensibilité, de sortir de son autisme pour libérer ces citoyens togolais qui sont enchaînés et qui souffrent le martyre et la croix et la bannière. Parmi lesquels je citerai Jean-Paul Omoulou, de Togo Diaspora, qui est retenu depuis 2 ans et qui est dans un état lamentable, qui se dégrade. C'est un appel que je lance aux Togolais de faire preuve de sens d'humanisme. Je également à cette dame qui est retenue depuis sans jugement. On ne comprend pas cette façon d'agir de la justice togolaise où on peut retenir un citoyen togolais après 5 ans a subi un procès et ne sait pas pourquoi ce citoyen est en prison. On ne peut pas l'accepter. J'évoquerai également le cas de Aziz Goman, qui est grabataire. Ça fait pas mal, plus de 5 ans aussi, qu'il est dans cette situation. Et ces cas ne sont que symboliques de la situation de tous ces centaines de prisonniers politiques qui coupissent dans les géoles de Fonya-Simbi. Donc, on ne peut pas commencer cette émission sans avoir une pensée pour eux et réclamer leur libération absolument. Je l'évoque aussi, c'est l'un des projets phares de Pyramide, tout simplement parce que nous avons compris que le régime de terreur de Fonya-Simbi a établi une forme de domination, mais aussi une forme d'un régime qui utilise la peur. Donc, les emprisonnements servent à terroriser les populations. Les emprisonnements servent à faire en sorte que la Togolaise ne puisse plus avoir le courage de réclamer ses droits les plus élémentaires. Et donc, d'apporter ce projet de défendre ces prisonniers, de créer un projet de parrainage pour que la diaspora puisse servir un peu de protection, de solidarité, pour qu'ensemble, nos camarades ne soient plus abandonnés, n'est-ce pas, dans les géants de Fonya-Simbi, que la stratégie de la peur intériorisée ne sert pas toujours à décourager la volonté de ce peuple qu'il faut le rappeler. Ça fait 60 ans que le Togo a été transformé en une prison à ciel ouvert et ça continue jusqu'à ce jour. Donc, à travers la déconstruction de la dynamique de la terreur, nous essayons également de soutenir ce combat pour qu'enfin le peuple togolais puisse avoir la paix, la justice et la liberté. Et nous avons également compris que Fonya-Simbi, dans sa dynamique
de pouvoir s'inscrire dans une forme de panafricanisme, hein, ce panafricanisme qui est de la dernière heure, où c'est un bluff politique. On va libérer les prisonniers, par exemple, au Mali, et on maintient les Togolais dans un forme de torture et de- il faut rappeler il y a 8 Togolais qui ont été assassinés sous la torture dans les géants de Fonya-Simbe. Et donc, on ne peut pas l'accepter. On porter le combat également du point de vue pour déconstruire cette stratégie, cette diplomatie à double détente de Doucet, qui donc tue les Togolais, maintient dans la paupérisation, la difficulté même à faire un repas principal par jour. Et de l'autre côté, sur le plan panafricain, on parle du congrès panafricain qui va se tenir l'année prochaine. On parle même du jubilé de la CEDEAO et aussi qui va se tenir à Lomé. On ne peut pas comprendre que d'un côté, on fait souffrir les Togolais et de l'autre, on joue au, à- on joue au pyromane, on joue au samaritain en même temps. Pour nous, c'est admissible. Donc, nous avons porté le combat sur le plan panafricain et avec le Forum Media, nous avons essayé de porter la problématique togolaise au cœur même de la panafricanité, parce qu'on ne peut pas parler de panafricain sans euh, euh, jeter complètement le Togo dans une d'omerta. Pour nous, ce n'était pas inadmissible, puisque le Togo est au cœur même de la prédation de la néocolonialité. Il faut rappeler que c'est le président Sylvanus Olympio, après les indépendances, qui a été assassiné tout simplement parce qu'il a voulu à s'arracher des accords léonais de la France-Afrique et aussi d'avoir sa propre monnaie. Et donc, le combat que portent tous les panafricains aujourd'hui, la source, c'est le Togo. Le premier qui a eu le courage d'ailleurs de l'engager, c'est Sylvanus Olympio. Et on ne peut pas aujourd'hui parler de panafricains, parler de la liberté, de la souveraineté des Africains sans régler le casus belli togolais qui dure 60 ans, un régime de terreur et qui s'est monarchisé avec Fonya Singbe qui est en train de préparer son 5e mandat. Donc voilà un peu, je dirais en quelques traits, le combat que nous portons sur le plan intérieur et également sur le plan panafricain. D'autres sujets, nous l'évoquerons tout à l'heure dans le débat. Merci pour cette invitation. Merci. Monsieur Kokwame Doji, vous représentez donc les Togolais de Bruxelles. Qu'avez-vous fait, vous, Togolais de Bruxelles, au cours de cette année 2023? En 2-3 minutes, les grandes lignes, s'il vous plaît. Je suis souvent mal à l'aise lorsqu'on me demande de parler de moi, mais je crois que, fidèle à moi-même, j'ai plutôt participé en équipe avec d'autres partenaires, d'autres personnes au niveau de la Belgique. Nous avons pu, en mai dernier, porter sur les fonds baptismaux ce qu'on appelait Union des diasporas africaines. Nous avons compris très tôt que le combat, excusez-moi, mon téléphone qui sonne. Nous avons très vite compris que le combat que nous menons dépassait le cadre physique ou géographique de notre pays, qu'est le Togo. Et nous sommes pour, je crois que c'est une des fiertés. Nous avons pu créer, suivant une loi qu'on appelle, ou bien une forme juridique qu'on appelle ASBL, c'est-à-dire Association sans but lucratif. Nous avons pu lancer la diaspora, un regroupement, une synergie, une plateforme des diasporas africaines de Belgique qui s'appelle UDA, Union des diasporas africaines. Et ce qui nous a interpellés, et je crois que ça a été un tout petit peu ma principale préoccupation ou bien mon combat au niveau de la Belgique cette année-ci au sein de cette association, c'est les conditions déplorables d'accueil des migrants en Belgique, voire en Europe. Vous avez suivi, je ne vous apprends rien, l'extrême droite, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit en France et en Belgique progresse, c'est que les décideurs politiques ont souvent tendance à
répondre extrémistes en prenant des mesures scélérates qui pénalisent les migrants. Donc, nous avons pu travailler à l'organisation en septembre dernier de la journée des diasporas à Bruxelles. Un événement, une première, et qui a montré que vraiment, c'est vraiment utile de travailler à ce que les diasporas africaines de la Belgique ou de l'Europe se mettent ensemble pour combattre et pour défendre leurs droits. Cette union qui fait la force de tout temps et partout dans le monde et a pu montrer que le combat vaut la peine. Lorsqu'on est unis, il y a moyen de des résultats. Dans la suite du débat, je crois que c'est la désunion, c'est la division qui fait que malheureusement, dans notre cher pays, le Togo, un certain nombre de combats sont perdus et nous souhaiterons vraiment que le peuple togolais puisse reprendre le flambeau de la lutte à l'orée de cette nouvelle année 2024. Merci à vous pour le bilan que vous venez de faire. Alors, nous mettons donc pied dans le débat de ce jour pour commencer ce premier sujet concernant donc les grands événements qui ont marqué l'ère de l'année 2023. Quand on prend cette année, on verra que la CEDEAO a été dans de beaux draps, également face au terrorisme, ce qui conduit également à la création de l'Alliance des pays du Sahel. Et aujourd'hui, quand on fait l'état des lieux, quand on fait le bilan, on retrouve que il y a une certaine avancée concernant la défense contre le terrorisme en Afrique grâce également à certains soutiens, à certains partenaires au cours de cette année. Quelle analyse faites-vous en cette fin d'année, vous en tant qu'analyste politique, en tant qu'Africain résidant à la diaspora, Dr Omar Rickson? Je pense que sur le plan sécuritaire et sur le plan développement, la CEDEAO a été et est plutôt une déception pour les Africains de la sous-région. Parce que les pays sahéliens subissent les attaques terroristes depuis plus de 10 ans. Qu'est-ce que la CEDEAO a pu faire? Rien. Est-ce qu'elle a mobilisé les armées des pays de son espace pour aller se charger des fameux terroristes et djihadistes? Elle n'a même pas songé à une telle chose. Sur le plan développemental, l'Afrique de l'Ouest est un des coins les plus riches sur toute la Terre. Quand on parle de l'or, le diamant, le pétrole, la bauxite, le manganèse, le fer, le phosphate, et ainsi de suite. Mais est-ce que ces ressources ont permis à mettre nos pays sur la voie du développement? Non. Ça veut dire que la CEDEAO est un échec cuisant. Un échec cuisant encore sur le plan politique. En 2009, la CEDEAO avait pris une décision que dans tous les pays de son espace, aucun président ne peut faire plus de 2 mandats. Il y avait seulement la Gambie et le Togo qui avaient refusé de signer la charte. Est-ce que la CEDEAO a mis la pression sur eux pour que ces pays signent la charte? Non. Ça veut dire que dans l'espace de la CEDEAO, il y a des gens qui sont en train de faire un 3e, un 4e mandat. La CEDEAO ne dit rien. Maintenant, dans les pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, quand des militaires patriotes ont vu la souffrance de leur pays et ils disent que ça ne peut plus aller de cette sorte et ils se lèvent pour libérer la terre de leurs aïeux, voilà la CEDEAO qui devient un instrument dans les mains du colon pour faire du mal à nos populations. Elle était à 2 doigts à faire la guerre au Niger pour faire sortir Bazoum. Vous pouvez imaginer? On peut faire la guerre à toute une population pour le fauteuil présidentiel d'un seul individu. Voilà ce à quoi sert la CEDEAO. Et donc, quand on parle d'une telle organisation, j'ai vraiment honte que mon pays fasse partie d'une telle chose. Parce que la CEDEAO est une déception, est un leurre. Et donc, il va falloir qu'on crée désormais la CEDEAO des peuples.
En Europe, chez nous, il y a un programme qui s'appelle Erasmus. Les étudiants des pays comme l'Italie, la France, l'Angleterre, et ainsi de suite, quand ils sont au 3e ou 4e semestre, ils peuvent venir en Allemagne faire 2-3 semestres et repartir finir leur thèse en bachelor ou en master, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'il y a un brassage des populations. Est-ce qu'il y a des instruments au sein de la CEDEAO qui permettent le brassage de nos populations? Il n'y en a pas. Et donc, quand tu es Togolais, avant de finir ton cursus scolaire, tu dois pouvoir avoir l'occasion d'aller au Ghana, au Nigeria, au Bénin, ne serait-ce que pour faire un stage, pour faire un semestre dans une université. Cela te permettra de connaître tes confrères, tes concitoyens des pays limitrophes. Ces genres d'instruments n'ont jamais existé. Là, on peut se poser la question de savoir à quoi sert véritablement la CEDEAO. Ça devait être une communauté économique. Mais quand tu veux partir du Togo pour aller au Ghana, il faut payer l'argent à la douane. En Allemagne, quand tu vas en Belgique ou bien en France, il n'y a même plus de frontières. C'est ton téléphone portable qui va te signifier que tu es désormais sur le territoire français ou bien hollandais ou bien ainsi de suite. Mais tu ne peux pas partir du Togo pour aller au Ghana alors qu'il parle de la CEDEAO. Ça, it doesn't make sense. Et donc, désormais, il va falloir que les jeunes intellectuels prennent ces genres d'institutions, prennent en charge pour réformer ces institutions et les mettre au profit de nos populations. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Merci. Merci, docteur Omar Rickson. Monsieur Amedodi, on vient de perdre Monsieur Che Alphonse Lawson. Je pense qu'il va revenir. Monsieur Amedodi, que retenez-vous, vous, de votre côté par rapport à toutes les analyses qui ont été faites au cours de cette année 2023 concernant donc les États du Sahel avec leur position avec la CEDEAO et surtout l'Union africaine? Tout à fait. Par rapport à la CEDEAO, comme Romaric s'en a dit tout à l'heure, la CEDEAO a encore prouvé, une fois de plus, au lendemain de la prise de pouvoir par le général Tiani au Niger, que la CEDEAO ne représente que l'ombre d'elle-même, malheureusement. Autrement dit, une coquille vide. On avait entendu des bruits de guerre, les partisans étant le président Alassane Ouattara ivoirien, le président béninois Patrice Talon, voulant envahir et à leur tête, voulant envahir, déclarer la guerre au Niger pour, soi-disant, aller délivrer ou secourir leur ami Bazoum, parce que la CEDEAO, reconnaissons-le, n'est pas là pour le peuple. C'est devenu une organisation pour les dirigeants, les chefs d'État africains, qui cherchent un syndicat, d'aucuns diront, qui cherchent à s'éterniser au pouvoir. Donc, ça a été un échec cuisant. Mais ce qui est réjouissant, et ce sont les succès qui ont été engrangés dans ces pays-là. Aujourd'hui, les forces d'occupation étrangères, en l'occurrence les forces françaises, ont été dégagées dans ces 3 pays, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mieux encore, le terrorisme que ces forces-là ont prétendu combattre pour s'installer durablement dans ces pays-là, malheureusement, ce travail ou cet objectif n'a pas pu être atteint. Et les généraux qui assurent les transitions dans ces 3 pays sont en train de faire un travail avec les outils ou en tout cas avec des moyens dont ils disposent. Donc, autrement, ça veut dire que la présence des forces d'occupation françaises n'a servi à rien, voire même à compliquer la situation dans ces pays-là. La reprise de Kidal au Mali, tout dernièrement, a été un signe fort que lorsque les Africains s'organisent, se mobilisent, ils sont capables de réaliser des exploits. Qui mieux que les Africains pourrait défendre l'intégrité et la souveraineté de leur territoire? Ce sont les Africains. Donc, c'est un message qui, normalement, devrait aller aux autres dirigeants africains
de comprendre et de savoir que leur meilleur allié, ce sont leurs populations et l'engagement de leur population. Et non, parce qu'on va en revenir tout à l'heure, à chaque lendemain des coups d'État, que ce soit au Mali, au Burkina Faso et au Niger, la communauté internationale passe par la CEDEAO pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire l'élection, faire rapidement les élections des civils, ce qui est une bonne chose. Mais je crois qu'aujourd'hui, à la fin de cette année 2023, modèle La connexion ne nous permet pas de... les élections. Oui, allez-y. On nous a vendu comme étant le modèle privilégié pour le développement, a connu ou connaît des limites. Allô, monsieur Philippe Amidodi, vous êtes toujours avec nous? Vous me recevez? Je suis avec vous. Merci. Alors, monsieur docteur Alogno, nous constatons aujourd'hui que nous réclamons chaque fois un changement de paradigme. Merci à M. Thierry Lawson qui vient de nous rejoindre également. Je vais le mettre très rapidement pour qu'il puisse répondre à la première phase donc, de questions. Quelle analyse faites-vous par rapport à toutes ces... vous avez fait beaucoup d'analyses, hein, quel que soit sur tous les médias, la diaspora, on vous a invité plusieurs fois, on vous a écouté plusieurs fois. Quel est le bilan que vous faites aujourd'hui par rapport à la position des pays du Sahel? Il y a la CEDEAO, il y a la démarche de l'Union africaine, tout n'est pas encore fini. Et M. Thierry Lawson, le bilan que vous faites? Merci pour cette question. Il me semble qu'on ne peut pas réellement parler de bilan puisque nous sommes encore dans ce que Karl Marx a appelé la dialectique de l'histoire. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui en train de voir comment l'histoire se déplace ses plaques tectoniques en faisant ce qu'on appelle fondamentalement une rupture ontologique, c'est-à-dire un renversement paradigmatique de l'architecture de domination, d'exploitation et de prédation mise en place par l'Occident depuis 600 ans. De quoi s'agit-il en réalité, si je dois pouvoir le schématiser? Il s'agit d'une Europe qui, face à la poussée démographique et ne disposant pas suffisamment de ressources, était obligée de sortir de sa géographie, de sa position géographique pour aller chercher de l'épice, de l'or, en tout cas, permettre les ressources nécessaires pour nourrir sa population. C'était le début, n'est-ce pas, des aventures des Espagnols, des Portugais, et qui les ont amenés sur les côtes africaines. Et malheureusement, ça a été le début, n'est-ce pas, d'un système d'esclavagisme où les Africains ont été soumis, n'est-ce pas, à une forme de génocide, de crime contre l'humanité qui s'est essentiellement organisé sous forme d'esclavage. On vient chercher les Africains, les amener dans le monde nouveau, les riques, dans les plantations pour produire un certain nombre de produits, notamment le sucre, etc., et les amener à l'Europe, c'est le commerce triangulaire. Après, au début du 19e siècle, le fait que les Européens ont pu, avec la révolution technologique, ont pu inventer des machines, eh bien, la force de l'homme noir n'était plus bénéfique, n'était plus suffisante pour les machines, ce n'était plus profitable. Il fallait alors chercher des ressources dont les machines ont besoin, notamment les matières premières. Ça a été la base de la colonisation et cette colonisation a duré à peu près une centaine d'années. Il a fallu
la Deuxième Guerre mondiale pour, en tout cas, la France, l'Angleterre, à la décolonisation. Cette période de colonisation, en réalité, n'a pas été une puisque la France a refusé absolument de décoloniser. Et De Gaulle, à travers Foucault, a créé ce qu'on appelle la France-Afrique, qui était une façon de s'assurer de garder les mains sur les différents pays transformés en enclos coloniaux. L'indépendance était tout simplement sur le papier et on les a fait signer des accords léonins qui, en réalité, ne leur permettaient pas non seulement d'être indépendants, mais de disposer de leurs ressources. Et dans le cadre de l'espace francophone, on leur a imposé le franc CFA. Et d'ailleurs, c'est ce franc CFA, comme je l'ai évoqué au départ de notre émission, qui a amené à l'assassinat du président Sylvanus Olympio. Et à sa place, on a établi un régime de terreur, de violence qui a duré pratiquement 38 ans. Et à la mort du général Eyadema, son fils a pris le pouvoir, il faut le rappeler, avec triple coup d'État militaire, coup d'État institutionnel, coup d'État constitutionnel, et 2000 Togolais ont été pratiquement assassinés. Et depuis, il s'est accaparé du pouvoir, il est en train de préparer son 5e mandat. Le schéma du système imposé par l'Occident, et ce système mettait complètement l'Afrique comme une réserve. L'économiste égyptien Samir Amin a parlé de la périphérie, et donc l'Afrique était un peu cette périphérie. Et dans les années 90, ils ont, avec le bousculement génétique, notamment la chute du mur de Berlin, avec le vent démocratique, dans un premier temps insufflé ce vent démocratique, les peuples africains se sont donc appropriés la Syrie pour se débarrasser des régimes de dictature, des régimes autocratiques qui ont été installés ici et là après le coup d'État dans l'Afrique, en Afrique. Et alors, ils ont très vite compris que s'ils permettaient la démocratie de s'installer, eh bien, les Africains retrouveraient cette forme de souveraineté, non seulement sur leur politique et économique, mais aussi sur leurs ressources. Alors, ils ont amené ce qu'on appelle la démocrature, c'est-à-dire c'est une démocratie en trompe-l'œil où les principes fondamentaux de la démocratie ne sont pas sont complètement tripatouillés. Le premier principe qui soutient la démocratie, c'est les élections libres, démocratiques et transparentes. Et dans la trentaine d'années qui a suivi la chute du mur de Berlin, dans les différentes élections étaient complètement soit tripatouillées, soit versées, parce que ça n'allait pas toujours dans le sens de ce que voulait l'Occident à travers l'installation des présidents vassaux dans nos pays. Le deuxième élément, c'est la constitution. La démocratie, c'est une constitution, c'est une matrice, c'est un texte législatif qui sert de guide, de balise, n'est-ce pas, à l'encadrement, à la gestion économique politique du pays. Mais quand il s'agit de respecter cette constitution, eh bien, les Occidentaux étaient encore là pour encourager que ces constitutions ne soient pas respectées. Le cas du Togo, où Eyadema est mort, son fils a pris le pouvoir, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en un triple coup d'État. Le cas du Tchad également avec Idriss Déby, le cas du Gabon avec le fils d'Omar Bongo. Et donc, ça s'est multiplié sur le continent. Donc, les questions de démocratie ne respectaient pas justement les constitutions. Le troisième élément était la gouvernance. La gouvernance, la gestion. Oui, terminé. Je vais le parallélisme des formes, vous allez comprendre. Donc, le troisième élément était la gestion des ressources. Et là aussi, vous allez voir que, étant donné que nos pays n'étaient pas des pays transparents, eh bien, la gouvernance et tout simplement était une forme de prédation, de corruption de nos États où la gestion des États était complètement opaque. Le Togo avait par exemple les phosphates ou les produits pétroliers. Enfin, la question des droits de l'homme, les Togolais peuvent, je dis, les Africains peuvent être jetés en prison, torturés, assassinés, le cas du temps avec la centaine de prisonniers. C'est ça qu'on nous présente comme démocratie.
Et alors, à partir de et à tous ces éléments que je viens d'évoquer, on vient d'ajouter le terrorisme. Le terrorisme, comme vous le savez, avec la destruction de la Libye, que l'OTAN a actionné avec la France, qui a créé le chaos, la politique du chaos, et ce chaos permettait justement de servir de foyer de, de désordre pour pouvoir affaiblir nos États avec la question terroriste. Et ça leur donnait des prétextes pour envoyer leurs bases militaires, notamment Barkhane, Serval, Takuba, et pour s'accaparer des ressources du Sahel. Vous savez que le Sahel, c'est euh, euh, une forme de scandale géologique où on trouve toutes sortes de minerais, de l'or au cobalt, au zinc, etc. Et aussi une nappe phréatique qui part depuis la Mauritanie jusqu'à la Somalie. Et donc, c'est vital, cet espace est vital pour l'Europe. Et l'Europe, justement, c'est un cas de ça. Alors, les militaires, là où intervient ce que j'ai appelé la rupture ontologique ou le renversement paradigmatique, parce que les militaires qui étaient les armées, qui étaient les bras de ce système de domination des Africains, eh bien, les militaires ont pris conscience. Donc, Assimi Goïta, qui était au fond, a compris que ce jeu était tout simplement suicidaire. Bien que le Mali avait des formes d'alternance démocratique, les militaires étaient obligés de prendre le pouvoir pour renverser justement ce système de prédation, de néocolonial qui maintenait les Africains dans une forme de pauvreté et a commencé une nouvelle ère. C'était une ère de prise de souveraineté des Africains, donc, par exemple, la diversification des accords des accords avec des partenaires comme la Russie, qui a permis justement au Mali de se libérer par exemple de Kidal. Ça a fait un effet d'osmose sur le Burkina qui a enclenché également la même dynamique avec l'arrivée d'Ibrahima Traoré au pouvoir et qui finalement a quelque part donné une forme de modèle aux Nigériens qui, il faut le rappeler, le Niger qui était également ce pays-là qui a été mis sous boisseau avec la France, une exploitation de l'uranium depuis plus de 50 ans où les Nigériens n'ont même pas l'électricité et on parle toujours du Niger dans la littérature, en tout cas économique, le pays le plus pauvre au monde, ce qui est complètement archi faux. Donc, à travers donc, cet exemple, c'est le début de la nouvelle ère, c'était où les Africains vont s'accaparer justement de leur souveraineté, faire en sorte que la démocratie puisse prendre toute son ampleur en termes justement d'appui des populations à cette nouvelle forme de gouvernance et qui va s'appuyer justement sur la dignité, sur la liberté et sur l'appropriation des leviers économiques de gestion d'un pays en termes de monnaie et en termes de budget. Voilà ce que je peux dire comme élément pour situer le décor de ce qui se passe en Afrique en tant que les plaques tectoniques justement de la géopolitique qui sont en train de bouger et qui se sont accélérées avec la guerre en Ukraine et surtout la question où le dollar est en train de perdre sa puissance, son hégémonie sur le monde et qui fera que nous rentrons dans un monde multipolaire avec l'émergence des BRICS. Nouvelle ère, changement de paradigme. Où en sommes-nous véritablement avec le panafricanisme que nous revendiquons en chaque temps aujourd'hui? Ce qui nous importe également dans cette émission, c'est la sécurité, la politique, l'économie. Vous nous en avez fait déjà cas dans le décor qui a été planté. Mais Dr Romarickson, où en sommes-nous véritablement par rapport au niveau sécuritaire aujourd'hui? Est-ce que l'Afrique se sent en sécurité avec la création donc de l'Alliance des États du Sahel comparativement aux dispositions prises par l'Union africaine ou par la CEDEAO? Que devons-nous faire en tant qu'Africains aujourd'hui? Quelle est la solution? Où se trouve la solution, Dr Romarickson? Vous savez, nous avons en Afrique la mentalité de coloniser. Ça veut dire que pendant des siècles, on nous a fait comprendre que nous ne sommes bons à rien, nous ne pouvons rien réussir, nous devons seulement nous asseoir et danser
pendant que les autres viennent puiser nos ressources, les utiliser pour développer leur pays et venir nous donner des miettes. Donc, avec une telle mentalité, l'Africain n'a pas su prendre en charge sa propre sécurité, sa sécurité alimentaire, sécurité, ainsi de suite, dans beaucoup de domaines. Mais dans les 10 dernières années, il y a un réveil qui est en train de venir. Le réveil a atteint le peuple dans beaucoup de pays. Il existe encore certains peuples en Afrique qui n'ont pas encore compris de quoi il s'agit, mais vous allez voir que dans certains pays, les gens ont compris que désormais, il faut se prendre en charge sur tous les plans. Parce que Dieu n'a créé aucun pays au monde et lui a donné le devoir de venir s'occuper des Africains. Chaque pays devrait s'organiser de telle sorte qu'il arrive à nourrir, à vêtir et à sécuriser ses propres populations. Dans les temps passés, nous n'avons pas compris cela, mais je pense que les gens sont en train de comprendre cela. Et dans certains pays africains, il y a des armées aussi qui ont compris cela. Certaines armées ont compris qu'il vaut mieux se mettre au service de leur peuple qu'au service du colon contre le peuple. Parce qu'avant de prendre le treillis, ils ont prêté serment pour servir leur peuple et non des intérêts étrangers. Et donc, dans les pays où les soldats ont compris cela, la conséquence, elle est directe. Mais dans les pays dans lesquels cela n'a pas été compris par les soldats, ils se font encore utiliser pour faire du mal à leur peuple dans l'intérêt exclusif du colon qui met le dictateur en place et le téléguide comme il veut. Ça fait pitié. Mais ce qui est à remarquer est qu'il y a un éveil sur le continent africain. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les gens ont pensé qu'il y a un seul pays européen, évidemment la France, qui a la puissance pour venir les défendre et leur faire tout. Mais dans les dernières informations que nous avons eues, quand on prend par exemple les avions de chasse, les avions de guerre, la France en a à peine 72. Et sur les médias français, on a appris que quand il y a une guerre intense, la France ne peut pas faire plus de 3 jours. Avec un tel pays, signer un accord de défense, c'est se leurrer. Or, il y a d'autres pays dans le monde qui sont plus puissants, et qui sont prêts à venir aider les gens. Non pas aider dans le sens de l'humanisme, mais aider et prendre en partie, c'est-à-dire gagnant-gagnant, on fait un jeu gagnant-gagnant. On entraîne vos armées, on les outils et puis vous payez. Donc, les gens sont en train de diversifier les sources de leur sécurité. Et nous voyons que désormais, certaines choses qui étaient possibles dans le passé ne sont plus possibles dans certains pays. Quand vous voyez les terroristes qui tuaient les gens comme ils voulaient au Mali, au Niger, au Burkina Faso, désormais, ils ont la vie très difficile. Mais au Togo, hier seulement, nous avons encore vu une vidéo où ils sont venus, ils ont massacré des gens. J'ai vu la vidéo, il y a des mamans qui ont été massacrées, qui portaient encore leurs enfants dans le dos. Certains enfants ont été massacrés, certains ont été laissés vivants. Mais ils ne pouvaient pas détacher le pad pour pouvoir sortir. Donc, ces enfants sont traumatisés à vie. Voilà ce que nous vivons dans les pays où ça dort en ce qui concerne le panafricanisme. Mais dans les pays où les gens sont éveillés, les choses sont en train de changer. Et je pense que même dans les pays où ça dort, ce n'est qu'une affaire de temps. Dans quelques années, les choses vont changer. Parce que je pense que l'heure de l'éveil du continent africain a sonné. Merci. Selon Dr Marickson, l'heure de l'éveil a sonné. Monsieur Amedodji, on constate véritablement dans ce cas d'espèce où on voit par exemple le Niger, les pays de l'AES par exemple, comment est-ce que vous jaugez, vous, la position de la Guinée par rapport à tout ce qui se passe aux démarches faites par les autres pays de l'AES? Vous avez l'impression comme si le Tchad, par exemple, le Tchad et la Guinée sont traités de la même façon que les autres pays? Monsieur Amedodji, vous m'écoutez?
Vous Monsieur, m'entendez? Il y a eu des coupures. oui, allez-y. Donc, on vous écoute. Oui, allô, monsieur Amedodi, Je crois qu'il y a un petit problème de... de connexion. Allons-y. Bon, je vais y aller quand même, si Oui, vous m'entendez. oui, Je crois parfait. que dès le départ, on a vu que la Guinée, Conakry en tout cas, et le Tchad, vous m'entendez? Vous m'entendez? Je peux y Ouais, aller? parfaitement, on vous écoute. On vous écoute parfaitement, 5 sur 5. Allez-y. Oh là là, je crois que la connexion pose problème. Il y a juste un petit décalage chez vous. On vous écoute parfaitement, monsieur Amedodi. Allez-y, 5 sur 5. D'accord. Ok. Ok, donc je disais que dès le lendemain des coups d'État ou bien de la prise de pouvoir par les militaires en Guinée-Conakry et au Tchad, on a vite compris que c'est pas la même trajectoire prise par le Mali, le Burkina Faso, ni le Niger actuellement depuis juillet. Donc c'est ce que le feu père de l'indépendance, la Guinée disait, lorsque le colon vous félicite, sachez que vous êtes bon pour lui, mais mauvais pour votre population. Donc c'est ce qui se passe. Malheureusement, la Guinée, le Conakry et le Tchad sont toujours et encore malheureusement sous l'emprise de la domination française. Il faut dire ce qui est, hein, mettre les noms sur les choses, sont sous l'emprise de la domination et de la direction de Macron en l'occurrence. On a vu Macron débarquer au Tchad pour introniser le fils d'Idriss Déby. Et tout le monde a vu ce que ça donne. Donc ce que j'ai également, et ça je suis un tout peu, voilà, je nuance un tout petit peu la position de mes deux prédécesseurs. Oui, au coup d'État militaire, oui, aux militaires qui prennent le pouvoir pour redonner aux populations africaines leur dignité, leur liberté et souveraineté. Mais on a vu, en Guinée, ça n'a pas fonctionné. Donc, pour moi, je pense que la meilleure, ou en tout cas le meilleur capital, c'est les populations africaines. On a vu dans certains pays, le Togo dont nous appartenons, on a vu que la population reste amorphe. Lorsqu'une population ne continue à dormir, que peuvent faire les militaires? D'accord? En Guinée, on l'a vu, les Guinéens se sont endormis, un militaire a pris le pouvoir, il se sert. Je suis désolé, il faut le dire. Le général de cette population. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont eu la chance. Les militaires qui ont pris le pouvoir, ils sont des patriotes. En Guinée, c'est pas le cas. Donc, c'est pour dire oui au coup d'État militaire qui remettent le bien-être des populations au centre des intérêts, au centre des préoccupations des dirigeants, mais principalement, il revient au peuple africain, au peuple de ces pays de s'organiser pour faire tomber la dictature et faire entendre leurs droits à de meilleures conditions de vie du point de vue social, du point de vue économique et du point de vue politique. Et je termine par là en revenant sur le cas du Togo, même si on va en parler dans la seconde partie de l'émission. Au Togo, on voit comment la population, malheureusement, qui s'est battue, on le sait, mais ces derniers temps est comme, je dirais, médusée. Tout, tous les paramètres, en tout cas, toutes les conditions sont réunies pour que le peuple togolais s'organise et se soulève. Mais ce soulèvement, on l'attend, ça n'a pas eu lieu. Donc, je dis, le meilleur capital sur qui il faudrait pouvoir compter, ou sur lequel il faudrait pouvoir compter, reste et demeure les populations africaines, et non pas un corps de métier, qu'elle soit de l'armée ou bien d'une autre section ou bien d'une autre couche de la population. Merci, Monsieur Philippe Amedodi. Monsieur Tchirelo Lawson Nyamassadi, j'ai plusieurs questions à vous poser. Je vais les compiler très rapidement pour que vous puissiez nous répondre en 3 minutes. On constate
qu'il y a des traitements qui sont infligés différemment à tous ces pays disons les pays de l'AES. Quand on prend le cas du Niger par exemple, où il y a une main tendue de la part donc du Bénin, on ne comprend rien du tout de cette part. Et de l'autre côté, le Togo qui est un médiateur le plus bon, le meilleur médiateur en ce moment donc du côté de l'Afrique de l'Ouest. Et disons quand il y a des transitions partout, c'est vrai que M. Romarickson est en train donc de sourire un peu par rapport à ce que je dis, mais c'est une réalité où le Togo est apprécié à travers toute cette diplomatie. On regarde également que dans probablement tous ces pays qui sont en transition en ce moment, on voit qu'il y a le divorce entre la France et tous ces pays-là. Comment est-ce que vous qualifiez tous ces divorces? Quel serait l'impact de ce divorce entre la France et les pays en transition, malgré que nous traversons une période difficile? Que retenir de cet impact? Quels pourront être les impacts économiques, sécuritaires sur donc ces pays en transition, ainsi que, puisque tous les pays sont liés en Afrique? Monsieur Alphonse Tchirelou Lawson. 3 minutes, s'il vous plaît. Ben, c'est une question pertinente. J'essaierai de donner la synthèse dans les 3 minutes que vous me donnez. Mais pour comprendre toujours ce qui se passe au niveau micro, il faut remonter au niveau macro, c'est-à-dire au niveau de la géopolitique mondiale. Et dans cela, c'est important de convoquer l'historicité de la géopolitique pour comprendre que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec la victoire des Alliés, les États-Unis, pour avoir mis la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki, a pris le primat de la puissance militaire sur le monde. Le second élément, avec le dollar. Avec le dollar, les États-Unis ont convaincu le monde qu'ils disposaient de 2/3 de l'or mondial et par conséquent, le dollar devait servir de monnaie internationale. Donc, avec ces deux leviers, les États-Unis ont pris une certaine hégémonie sur le monde et ça a créé ce que nous avons appelé, bien sûr, la guerre froide est passée par là, mais vous avez bien compris que l'URSS n'a pas pu résister justement à ces deux leviers importants et qui surtout au niveau économique avec la dollarisation de l'économie mondiale et qui a amené à un monde unipolaire. Ce monde unipolaire a créé donc cette architecture de domination où la France, grâce à la France-Afrique, au système mis en place par De Gaulle, maintenait donc ces colonies sous forme de domination où le développement, on pratiquait ce que moi j'appelle l'apartheid de développement, voyez-vous. Et donc, cela a beaucoup affaibli les pays africains et les régimes qui étaient là, tout simplement des régimes où les présidents étaient des vassaux. Il y a des mots, par exemple, par rapport à la France. Il faut rappeler à sa mort, Chirac disait que c'est un ami. Un Bongo par rapport à la France-Afrique, un Houphouët-Boigny, bref, tous ces présidents qui étaient quelque part des vassaux de ce système. Ceux qui ont résisté, comme Sylvanus Olympio ont été tués, Sankara ont été tués, Nkrumah ou encore le président Sékou Touré ont été éliminés. Vous voyez? Et donc, c'est ce système qui s'est imposé depuis ces 75 dernières années. Il s'est fait que le capitalisme est allé à un niveau supérieur qu'on appelle le libéralisme, c'est-à-dire que c'est un capitalisme à profit maximal qui ne prend pas en compte le devenir, n'est-ce pas, d'un certain nombre de populations, puisque ils sont dans une forme d'articulation planétaire d'un système de pouvoir occidental qu'on appelle la colonialité. Et cette colonialité se base sur l'infériorisation des lieux, des groupes humains, des savoirs, des subjectivités non occidentales et surtout de l'exploitation des ressources et des forces vives. Alors, pour arriver au profit maximal, il faut créer le chaos. Donc, le chaos permet de nourrir le capitalisme. Et donc, vous avez pu voir qu'avec la destruction de la Libye, qui était un pays plus ou moins équilibré du point de vue du niveau de vie des populations,
a été doté aujourd'hui, c'est un pays complètement, c'est l'enfer sur terre pratiquement. Et la destruction de la Libye a permis également de créer le chaos au Sahel. Et ce chaos tout simplement, le plan derrière, c'était de recouvrer la zone de l'Azawad, qu'il faut le rappeler historiquement, a été une zone que l'Assemblée nationale française a voté une loi en 1957, c'est la loi numéro 057-727, qui définissait et qui créait carrément ce qu'ils ont appelé l'Organisation commune des régions sahéliennes. Et cette région-là regroupe une partie du Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie, l'Algérie. Et c'est une zone riche, tellement riche que vous ne pouvez pas imaginer en termes d'uranium, d'or, de coltan, de zinc, de diamant, de lithium, de cuivre. C'est une zone extrêmement riche. Alors, pour pouvoir mettre la main sur ces ressources, il fallait créer le terrorisme ou des rébellions. Et donc, le Mali, par exemple, déjà 2 à 3 ans après son indépendance, il y avait eu déjà à Léon Touareg que le président Modibo Keïta a réussi à calmer, mais c'était devenu un serpent de mer qui revenait pratiquement chaque 10 ans, jusqu'en 2013, où les rebelles ont complètement pris le nord du Mali et qui a nécessité justement l'intervention des forces étrangères. Donc, on est un peu dans cette forme de colonialité qui est renforcée par un élément important qu'il faut également mettre dans le débat, c'est ce que j'appelle la gouvernance multicentriste, c'est-à-dire que nos organisations, que ce soit la CEDEAO africaine, les Occidentaux aussi à les phagocyter, à les utiliser comme des leviers aussi pour que quand un pays se rebelle, sa souveraineté est très limitée puisque au niveau régional, on peut donc utiliser ce qu'on appelle la supranationalisation pour pouvoir lui imposer, n'est-ce pas, des sanctions, le punir, le contrôler, l'asphyxier sur le plan économique. Donc la CEDEAO a joué ce rôle pratiquement dans le cadre du Mali, du Burkina et du Niger, jusqu'à même vouloir aller vers l'agression, c'est-à-dire d'un pays africain contre un autre pays africain. Et donc aujourd'hui, la question que vous me posez de voir quel sera l'impact, le problème c'est que dans cette architecture-là, le mise en place par la France, qui est la France-Afrique, est arrivé à son summum en termes de vieillissement et qu'il va falloir le réinventer. Mais les Français n'ont pas réussi à le réinventer et donc ils continuent par dominer l'Afrique à travers donc les bases militaires. Et ces bases-là sont en difficulté aujourd'hui. C'est ce que le Mali, le Burkina et le Niger se sont débarrassés. Il y a la question du franc CFA qui maintient les pays africains dans une forme d'esclavage économique, puisque vous savez, pour un pays, économiquement, il y a 2 façons d'avoir son indépendance. C'est pas le budget et c'est pas la monnaie. Par la monnaie, nous ne contrôlons pas le franc CFA. Par le budget, les économies africaines, en tout cas de la zone CFA, sont soutenues par des aides budgétaires. On n'a pas le contrôle sur ces aides-là. Ces aides-là sont quelque part contrôlées par les pays occidentaux, mais aussi par les 2 banques, la FMI et la Banque mondiale, qui sont des moyens par lesquels l'Occident arrive, à travers le système capitalisme, à endetter les pays africains. Donc, on ne peut pas se développer avec la dette, on est tellement complètement écrasé et ce système ne permet pas justement pour les pays de s'évoluer, mais ça mettait une main basse complètement sur les ressources dont nous n'avons pas le contrôle en termes des contrats léonins qui ont été établis justement pour l'exploitation de ces ressources. Alors, quand vous analysez un peu l'AES aujourd'hui, vous allez voir qu'ils ont pris le contre-pied de ces piliers de domination, notamment donc les bases militaires, en diversifiant les partenariats avec la Russie, comment on l'appelle, d'autres pays comme le exactement, et donc de pouvoir être en capacité de ce système de chaos et de terrorisme mis en place dans le Sahel. Vous pouvez imaginer que le président Ibrahim Traoré
annonce que quand il a pris le pouvoir, il y avait 47 AK pour toute une armée. C'est incroyable, c'est inimaginable. Et on veut que cette armée soit en capacité de faire face à la rébellion, en tout cas au terrorisme. Ce n'est pas possible. Donc, il y a le deuxième problème essentiellement sur lequel ils sont en train de travailler qui va venir, c'est le franc CFA. Vous avez vu que les changements, en tout cas, après le franc CFA avait une vie, l'accord était pour 75 ans. À la fin de ces 75 ans, vous avez vu toute la démarche que le président Macron a fait avec Ouattara pour maintenir les pays africains encore sous cette franc CFA qu'ils veulent tout simplement décorer sous forme d'éco. Il y a la question culturelle, la question de la langue française. Vous allez voir par exemple que dans les constitutions qui sont en train de créer au Mali et forcément et probablement au Niger et au Burkina, Oui, le encore français 30 secondes, Monsieur Alphonse. est passé à la langue de travail. Voyez-vous, puisque les Africains n'ont pas, en tout cas les pays africains n'ont pas le contrôle sur leur système. Et donc, tant que vous n'avez pas le contrôle sur votre système éducatif, ce que vous produisez ou les ressources que vous produisez ne sont pas au service de votre développement puisque vous n'avez même pas de politique de développement. C'est pourquoi vous voyez que la plupart des cerveaux africains, des jeunes qui sont formés dans nos universités pour l'Europe, la preuve, Romarickson, Philippe et moi-même, bien que étant été des produits de l'université du Togo, de Lomé, aujourd'hui, nous travaillons pour l'Occident. Et donc, ce système continue également d'appauvrir nos pays. Et enfin, la question de la diplomatie qui est de réécrire les accords. Donc, aujourd'hui, je crois que nous allons vers une rupture avec la France-Afrique, rupture avec cette forme de colonialité pour en fait établir justement des principes, des valeurs, des plans tout à fait qui vont s'articuler autour de la souveraineté pour relancer nos pays sur le plan du développement et du bien-être des populations pour que les Africains puissent s'établir, grandir sur le continent, qui ne sont pas obligés de se jeter à la mer Méditerranée en traversant le Sahel et le Merci. Nous allons faire une pause de 30 secondes et revenir juste après. Merci à tous. Ce sera l'opportunité pour ceux qui nous suivent également sur le www.afrowebtv.com ou sur notre chaîne YouTube de nous appeler sur le +1 319 462 89 119. Numéro affiché à votre petit écran. Ne bougez surtout pas. C'est juste une pause pour nous, pour se ressourcer et revenir juste derrière. Social, bref, dans tout chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des